Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler de manière synthétique qui est Riek Machar, le vice-président arrêté ce mercredi et placé en résidence surveillée? Alors, Riek Machar, c'est l'éternel second. C'est-à-dire qu'il est effectivement issu du peuple Nouer, qui est un peuple d'éleveurs, de bétail, dans le centre du Sud-Soudan, ce qu'on appelle finalement la cuvette du Haut-Nil. Et leurs voisins sont les Dinkas, qui eux sont majoritaires. Mais ce sont deux peuples très similaires qu'on peut rapprocher des Maasai, hein, donc des éleveurs de bétail. Alors, les relations entre ces deux peuples sont évidemment difficiles, comme toujours en matière d'éleveurs qui se déplacent et qui doivent avoir accès à des pâturages. Mais donc il y a une entente qui s'est faite entre ces deux dirigeants initiaux, c'est-à-dire John Garang, qui a permis au Sud-Soudan d'advenir, mais qui n'était pas pour l'indépendance du Sud-Soudan. Il a malheureusement disparu dans un accident d'hélicoptère. Il a été remplacé par Salva Kiir, son second, qui lui est certes aussi un Dinka, mais d'une autre région, d'une autre province, avec une autre mentalité et un autre rapport avec les Nouers. Alors, des affrontements opposent depuis plusieurs jours les forces fédérales, loyales au président Salva Kiir, à l'armée une milice, de l'armée blanche, qui est accusé par le pouvoir de collaborer avec Riek Machar. Quelle est la raison de ces affrontements? Écoutez, c'est le pouvoir. Alors, le pouvoir au Sud-Soudan, depuis l'indépendance, c'est le contrôle des puits de pétrole. Malheureusement, la guerre qui se déroule au nord a fait que l'exportation du pétrole a diminué. Et donc, c'est l'armée qui prenait tout l'argent qu'on pouvait tirer du pétrole. L'armée est aujourd'hui dans une position difficile et donc ça exacerbe les conflits pour accéder aux richesses. Alors, selon le pouvoir, Riek Machar préparait une rébellion. Cette accusation vous semble-t-elle plausible aujourd'hui? Non, je ne crois pas, parce que Riek Machar n'est pas un militaire déjà au départ. C'est un ingénieur. Et il a prouvé tout au long de sa carrière qu'il n'avait pas la fibre militaire, si vous voulez. C'est un politicien qui voulait l'indépendance du Sud-Soudan, qui était prêt à composer avec John Garang. Je crois que les choses fonctionnaient assez bien. Ça n'est pas le cas avec Salva Kiir. Et on voit que le Soudan, qui a pris son indépendance donc en 2011, est un État failli, un État ruiné. C'est-à-dire que même ceux qui ont pris le pouvoir n'ont pas été capables de faire un kilomètre de route, ni d'électrifier, ni rien. Alors, il fera l'objet d'une enquête et sera traduit en justice. C'est ce que disait tout à l'heure le porte-parole du gouvernement à Djouba au sujet de Riek Machar, qui a été placé en résidence surveillée. Quelles pourraient être les conséquences au Soudan du Sud de la traduction de Riek Machar devant la justice? Ça ne serait pas la première fois. D'abord, Riek Machar a été mis en résidence surveillée déjà plusieurs fois depuis l'indépendance. Donc c'est quelqu'un qui est dans une situation extrêmement fragile, mais je ne crois pas qu'on puisse parler au Sud-Soudan d'un système judiciaire, je dirais, équitable et compétent. Donc tout ça, ce sont un peu des mots. Il est en vie, c'est la troisième fois, je crois, qu'il est en résidence surveillée. Il a donc l'expérience des difficultés et des risques inhérents à sa fonction. Il a derrière lui tout ce peuple Nouer, tous ces clans Nouer. Donc je pense que ça serait extrêmement dommageable pour l'unité du Sud-Soudan si il lui arrivait malheur. Il y a 7 ans, une guerre civile entre les factions de Kiir et Machar a fait près de 400 000 morts et plus de 4 millions de déplacés. En 2018, un accord de paix a permis de sortir de cette guerre civile. La question que se pose ce soir la plupart de nos téléspectateurs, c'est de savoir si l'accord de paix conclu en 2018 va tenir ou est-il d'ores et déjà caduc? Bon, je crois qu'il est évidemment caduc. Il l'était déjà d'une certaine manière. C'est-à-dire que les gens gardaient leur poste, mais on voit bien que personne ne travaillait au Sud-Soudan, que c'est un pays qui est ouvert à toutes sortes de trafics, on va dire, et que c'est un pays failli. Donc, je ne pense pas qu'il y ait, encore une fois, un appareil judiciaire qui puisse monter un dossier contre Riek Machar et lui reprocher d'avoir tenté de prendre le pouvoir. Ça n'a jamais été, à mon
mon sens, son ambition, parce que ça serait aller contre le peuple majoritaire que sont les Dinkas, mais aussi contre d'autres peuples qu'il y a au Soudan et qui sont réunis dans cette alliance blanche dont vous parliez à l'instant, qui sont les peuples de l'Équatoria, des peuples de sédentaires, de paysans, dans la forêt, qui sont très différents de ces éleveurs qui sont dans les marécages et dans les steppes du Nord. Donc ça serait un éclatement du Sud-Soudan. Après la séparation de ces deux Soudans qui sont... Est-ce qu'une guerre civile est une hypothèse réaliste aujourd'hui? Une guerre civile, c'est une guerre contre les civils, si vous voulez. Ce ne sont pas tellement des forces armées qui se battraient entre elles sur un champ de bataille ou dans des villes, parce qu'il n'y a pas de ville, il n'y a pas de lieu, mais c'est la population civile qui paye les frais déjà aujourd'hui de cet affrontement, même si ça n'est pas un affrontement avec des armes à la main, en quelque sorte. Raila Odinga, l'ancien Premier ministre kényan, est donc arrivé à Djouba ces dernières heures. Peut-il désamorcer cette crise? Quelles sont ses marges de manœuvre? Elles sont assez importantes, finalement, parce que le Kenya, comme le Sud-Soudan, appartiennent à cette union des pays de la Corne de l'Afrique, l'IGAD, qui est basée à Djibouti. Et cette IGAD a du poids. Il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, qui sont des pays riverains du Sud-Soudan, et qui ont du poids parce que pendant la rébellion, pendant la guerre contre Khartoum, tous ces dirigeants étaient réfugiés au Kenya. Ils connaissent très bien le personnel politique kényan et vice-versa. Donc il y a là un levier pour le gouvernement kényan, mais pas tout seul. Derrière l'IGAD et peut-être aussi l'Union africaine qui doit s'emparer de ce dossier. Alors Marc Laverne, puisque vous êtes avec nous ce soir, j'en profite pour vous soumettre une question au sujet d'une guerre civile qui se déroule depuis 2 ans. C'est au Soudan, pays situé au nord du Soudan du Sud. Ces dernières heures, les forces loyalistes au général Al-Bourhan ont repris la capitale Khartoum et chassé les FSR, les paramilitaires FSR. Selon vous, peut-on parler d'un tournant significatif dans cette guerre? C'est un tournant symbolique, évidemment, puisque tenir le palais présidentiel, ça n'est pas encore tenir toute la capitale, mais enfin quand même, ça montre que l'armée a repris le dessus parce que elle a été prise un peu par surprise par les forces de soutien rapide qui ont fait un déferlement sur le Soudan central. Aujourd'hui, l'armée s'est reconstituée, elle a la force militaire, elle a l'organisation, elle a la structure, elle a les avions, elle va reconquérir du terrain progressivement. Donc c'est effectivement un tournant symbolique, mais aussi un tournant pratique, parce que ça permet aussi aux pays étrangers qui le veulent de reconnaître un État soudanais à travers ce semblant de légitimité qu'a récupéré l'armée après toutes ces années de transition démocratique. Enfin, dernière question, il y a quelques semaines, l'armée loyaliste semblait être en difficulté face aux paramilitaires FSR. On a l'impression que le rapport de force s'est inversé. D'où vient-il? Comment est-ce possible aujourd'hui? Je pense que ça vient d'un essoufflement des forces de soutien rapide qui sont armées que de petits véhicules avec des mitrailleuses, mais qui sont partis du Darfour et qui ont conquis d'immenses espaces, mais qui ont prouvé en même temps leur incapacité à gérer les populations qu'ils avaient sous leur contrôle. C'est-à-dire qu'il y a eu un retournement de la part des populations qui peut-être les attendaient, peut-être pas aussi, mais qui ont vu que l'anarchie s'est développée et que ces forces de soutien rapide sont obligées de vivre sur la population parce qu'elles n'ont pas la logistique de l'armée, elles n'ont pas non plus les structures de soins, les structures de ravitaillement, même pour dormir, pour s'habiller, etc. Donc la population les a rejetés. Et ils sont arrivés jusqu'au bout de ce où ils pouvaient arriver, c'est-à-dire près de la frontière éthiopienne, mais l'armée s'est reconstituée parce qu'elle s'est basée à Port-Soudan, où elle reçoit de l'aide extérieure, en particulier de l'Égypte, mais pas seulement, donc un armement lourd qui lui a permis progressivement de remonter vers la capitale et de reprendre la capitale. Et maintenant, elle va se lancer dans une autre phase de la guerre, c'est d'essayer de repousser les forces de soutien rapide jusqu'au Darfour. Et là, c'est peut-être moins sûr, parce que là, c'est l'armée qui va être un peu hors de ses bases, en difficulté. Marc Laverne, merci infiniment pour cet éclairage au sujet de la situation au Soudan du Sud, mais également au Soudan. Merci à vous.